Il existe une bizarrerie cachée appelée l'effet de porte, qui efface discrètement vos pensées dès que vous traversez une pièce. Presque personne ne sait que cela se produit des milliers de fois par an, à l'intérieur de sa propre tête. Et pourtant, c'est le cas. Tu te lèves, tu sais exactement ce qu'il te faut. Les clés, le téléphone, un verre d'eau, quelque chose d'important, non? Vous entrez dans la pièce suivante. Et puis, plus rien. Un blanc. Un doux bourdonnement blanc là où vivaient les pensées. Tu regardes autour de toi comme si la réponse était écrite sur le mur. Elle ne l'est pas. Tu te sens un peu bête. Vous ne devriez pas, parce que ce n'est pas vous. C'est l'embrasure. Il s'avère que l'embrasure elle-même est le voleur sournois. Imaginez que vous vivez une semaine ordinaire. Vous êtes debout dans la cuisine. Vous vous souvenez que les ciseaux sont dans la chambre. Tu traverses le couloir, tu franchis le seuil, et la pensée s'évapore. Tu restes planté là, légèrement trahi. Vous ne vieillissez pas. Vous n'êtes pas distrait. Vous n'êtes pas stupide. Cela arrive aussi aux enfants de 5 ans. Cela arrive aux étudiants pendant les examens. Cela arrive aux pilotes de ligne entre la cabine et le cockpit. Cela arrive aux chirurgiens. Cela arrive aux moines qui ont entraîné leur attention pendant 40 longues et silencieuses années. C'est universel. C'est silencieux. C'est l'un des micro-événements les plus courants de toute la cognition humaine. Presque personne n'a de nom pour cela. Mais les scientifiques, si. Et une fois que tu le sais, tu commences à le voir. Votre mémoire, il s'avère, n'est pas une longue bande continue. Elle ne l'a jamais été. Elle est désormais découpée en scènes. Et chaque scène a une limite. Mais pourquoi l'évolution construirait-elle un cerveau qui oublie volontairement? Pour y répondre, direction l'Indiana, 2011. Un psychologue du nom de Gabriel Radvansky conçoit une expérience étrange. À Notre-Dame, il a bâti quelque chose qui semblait trop simple pour compter. Juste des gens, un écran, une maison virtuelle. Des salles, des couloirs, des tables. Les participants prenaient un objet sur une table. Ils le transportaient, invisiblement, dans leur esprit. Puis ils ont fait traverser la pièce à leur personnage jusqu'à une autre table. À mi-chemin, il a demandé ce qu'il tenait. La plupart des gens se souvenaient. Très bien. Puis, il a changé une chose. Même distance, mais cette fois, en passant par une porte. Même objet, même tâche, mêmes étapes. Mais la mémoire a chuté. Brutalement. Systématiquement. La seule différence, c'était une porte. Un cadre fin d'un pixel sur un écran. Puis il l'a refait avec de vraies pièces, de vrais objets, de vrais seuils. Même résultat. Franchissez une porte et votre cerveau lâche discrètement ce que vous teniez en tête. Pas à cause du temps, pas à cause de l'effort, à cause de l'espace lui-même. L'espace modifiait la mémoire. C'était la première anomalie. Mais dans tous les modèles de mémoire antérieurs, le temps régnait en maître. Et voilà que soudain, c'était la géométrie elle-même qui importait davantage. Un mur percé d'un trou réécrivait le contenu de votre mémoire de travail. En silence, de manière invisible. Votre cerveau traite chaque porte comme une sauvegarde et fermeture définitive. Chaque seuil devient une petite réinitialisation mentale silencieuse. Alors pourquoi l'évolution aurait-elle intégré ça? Voici l'idée qui l'explique. Votre cerveau ne vit pas la vie de façon fluide. Il découpe ta vie en scènes. Préparer le café, une scène. Ouvrir la porte, une autre scène, complètement à part. Aller au travail, toute une chaîne de scènes. Et entre chaque scène, une coupure nette en toi. Votre cerveau décide en silence, des milliers de fois par jour, même scène ou une nouvelle qui commence. Il se sert de presque tout pour décider. Un changement de pièce, un changement de sujet, un changement d'objectif, une porte qui s'ouvre, un téléphone qui sonne, même un changement de lumière, autant de signaux que votre cerveau observe en silence. Et voilà le truc. Quand votre cerveau détecte un changement, il fait quelque chose de très précis et discrètement mécanique. Il ferme le dernier dossier, le tamponne, le range dans sa mémoire, puis en ouvre un nouveau, tout vide.
Les scientifiques appellent ce déclencheur une erreur de prédiction. Votre cerveau est constamment en train de deviner exactement ce qui va se passer ensuite. La seconde où la réalité cesse de coïncider avec l'hypothèse, une sonnette d'alarme retentit à l'intérieur. Nouvelle scène, on réinitialise maintenant. Et la chose que vous aviez en tête, les ciseaux, la raison, la phrase, reste derrière vous. Il est abandonné dans le dossier qui vient de se fermer. Ta journée est secrètement une pile de tout petits films. Et vous êtes le monteur qui a complètement oublié qu'il monte sa propre vie, chaque jour. Mais voici le rebondissement. Car s'il ne s'agissait que de physique, de murs et d'encadrement de portes, on pourrait contourner le problème. Mais c'est impossible. Des chercheurs ont mené la même expérience en réalité virtuelle, où la porte n'était qu'une pure illusion. Juste des pixels. Aucune variation de pression, aucun changement de température, aucun son. Seulement le concept visuel d'un seuil. Et la mémoire chutait encore. Alors ils ont tenté quelque chose de plus étrange. Les gens imaginaient passer d'une pièce à une autre. Sans le moindre mouvement, la mémoire déclinait quand même. Puis ils ont remarqué le même phénomène lors des appels vidéo. Quelqu'un change de salle Zoom, passe dans un sous-groupe, revient et oublie ce qu'il allait dire. Même effet. Ni mur, ni couloir. Juste l'idée d'une transition. Ce n'est donc pas la porte. C'est l'idée du seuil. Ton cerveau n'a pas besoin de mur. Il a besoin d'un changement de contexte. Contrairement à une idée reçue, la mémoire ne s'inscrit pas sur un décor de murs et d'horloges. Elle s'inscrit dans le sens. Quand le sens change, nouveau lieu, nouveau sujet, nouveau soi, ton cerveau interprète cela comme un changement d'identité. Et la cargaison de l'ancienne identité reste abandonnée. Si de simples concepts peuvent effacer la mémoire, qu'est-ce qui d'autre vous réécrit en silence? Regarde à quel point cela explique ta vie. Tu commences à taper un message. Une notification apparaît. Tu y jettes un œil. Tu regardes en arrière. La phrase a disparu. Cette notification était une coupure de scène en plein milieu de ta pensée. Tu as révisé pour un examen dans ta chambre. Tu es entré dans la salle d'examen. Les connaissances te semblaient plus lointaines. C'est la mémoire dépendante du contexte, et les scientifiques la documentent depuis des décennies. Des plongeurs qui apprennent des listes de mots sous l'eau s'en souviennent mieux sous l'eau. Les étudiants qui révisent avec un café se souviennent mieux avec un café. Changez la pièce, l'humeur ou l'odeur, et le souvenir devient étranger. Vous entrez dans le supermarché avec une liste en tête. Vous franchissez les portes automatiques. La moitié de la liste s'évapore. Tu ouvres un livre. Un chapitre se termine. Tu lèves les yeux. Tu as oublié ce que tu allais penser. Le cinéma exploite ce principe. Chaque rupture d'acte, chaque coupe franche, est une frontière événementielle conçue pour votre esprit. Et puis il y a la frontière la plus grande de toutes, le sommeil. Le sommeil est la coupure ultime entre les souvenirs d'une journée. Voilà pourquoi hier ressemble à un dossier fermé et aujourd'hui semble vierge. Voilà pourquoi les rêves ne débordent pas sur le petit déjeuner. Votre cerveau ne vit pas la vie de manière continue. Il la vit par paquets, emballés, étiquetés et rangés soigneusement. Mais voici l'essentiel. Il existe une raison plus profonde pour laquelle l'évolution a inscrit cela en nous. Et vous allez comprendre pourquoi. Réfléchis à ce que coûterait vraiment une mémoire continue. Si ton cerveau ne segmentait plus rien, tu te noierais en quelques minutes. Vous ne pourriez pas planifier, vous ne pourriez pas décider, vous ne pourriez même pas avoir de moi du tout. Les scientifiques pensent que la segmentation est ce qui rend possible presque toutes les capacités humaines de haut niveau que nous tenons pour acquises au quotidien. La planification exige d'imaginer des événements futurs distincts. La prédiction exige de comparer cette scène à d'autres scènes conservées en mémoire. Une histoire exige un début, un milieu, une fin. Même votre sentiment d'être une personne continue est cousu à partir de tout petits épisodes. Mais voilà le problème. Quand la segmentation dérape, des choses vraiment terribles commencent à se produire dans l'esprit humain. Au premier stade de la maladie d'Alzheimer, les frontières entre les événements s'estompent.
Les heures se fondent les unes dans les autres. Le temps lui-même perd ses contours nets. Dans le trouble de stress post-traumatique, un événement traumatique refuse de refermer son dossier, se déversant sans fin dans chaque nouvelle scène vécue. Il s'avère que les personnes qui segmentent la vie plus clairement, qui perçoivent les frontières de façon nette, se souviennent en fait de davantage de choses, et non de moins. Des coupes plus nettes, des épisodes plus riches. La mémoire n'est pas un enregistrement. La mémoire est un condensé de moments forts, soigneusement monté par un éditeur. Un monteur très sûr de l'endroit où les scènes doivent se terminer. Et ce petit vide dans l'embrasure de la porte, ce n'est pas un bug dans cet éditeur. L'oubli lui-même est l'intelligence de votre esprit évolué. Alors, que faut-il vraiment faire, planté là, l'air perdu et confus, sur le seuil banal d'une pièce banale? Passons à la pratique. D'abord, quand vous entrez dans une pièce et que vous avez un trou de mémoire, ne restez pas planté là à vous forcer. Reviens sur tes pas. Refais le chemin jusqu'à la pièce d'où tu venais. À l'instant où tu retrouves le contexte d'origine, la même chaise, la même fenêtre, le même coin du comptoir, l'ancien modèle d'événement se recharge et la pensée revient généralement en quelques secondes. Ce n'est pas de la superstition, c'est un phénomène bien documenté de réinstauration du contexte. Deuxièmement, avant de bouger, dis ton intention à voix haute. Une seule phrase, les ciseaux, dans la chambre. Aussi simple que ça. Le prononcer soude l'objectif à ton plan moteur, pour qu'il survive au passage du seuil. Troisièmement, pendant que vous traversez, visualisez la destination comme faisant partie de la même scène. Imaginez le tiroir déjà ouvert. Imaginez votre main posée sur l'objet. Ou trompez votre cerveau pour qu'il maintienne un seul modèle d'événement continu à travers le seuil, au lieu d'en créer un nouveau à l'entrée. Quatrièmement, utilisez les frontières intentionnellement, délibérément, pour la mémoire. Si vous voulez une mémoire durable, pour une langue, une matière, une compétence, étudiez-la dans des pièces différentes. À différents moments, avec différents décors. Vous rattachez le souvenir à davantage de scènes, pour qu'il survive à plus de changements. Cinquièmement, et celui-ci est plus discret, respectez les transitions au lieu de les combattre. Laissez-les simplement se produire. Quand tu termines une tâche, prends une respiration. Laisse le dossier se refermer proprement. Puis passe au suivant. Les personnes qui respectent les frontières entre leurs événements, une petite pause entre deux réunions, une marche entre deux projets, se souviennent davantage. Ils se souviennent de plus de choses de leur journée, pas moins. Et il y a une dernière implication que la plupart des gens manquent totalement. Si la vie se garde en scène, la forme de votre vie souvenue dépend du nombre de scènes que vous découpez. Une année du même trajet, du même bureau, des mêmes pièces. Cette année-là n'a presque aucune frontière. Votre cerveau le classe comme une petite poignée d'événements longs et flous. Cela paraît court dans la mémoire, presque invisible. Imaginez maintenant une semaine de voyage. De nouvelles rues, de nouveaux plats, une nouvelle chambre chaque soir, de nouveaux visages chaque jour. Cette semaine-là compte des centaines de frontières, des centaines de petites scènes. Dans le souvenir, elle paraît plus longue que l'année entière. Non pas parce qu'il s'est passé plus de choses selon l'horloge, parce qu'il y en a plus qui ont été enregistrées. Voilà pourquoi les étés de l'enfance semblaient infinis. Tout était un premier seuil. Les adultes, bloqués dans la routine, franchissent moins de frontières, alors le cerveau classe moins de dossiers. Le remède, ce n'est pas de ralentir. Le remède, c'est de franchir davantage de seuils, de vrais seuils, des seuils mentaux. De nouvelles pièces, de nouveaux quartiers, de nouveaux sujets, de nouvelles personnes. Chaque seuil authentique que tu franchis est une scène que le monteur conserve. Ce qui signifie que le remède à une vie floue, c'est simplement plus de portes, plus de seuils, plus de scènes réelles à classer. Vous voulez savoir pourquoi le temps semble filer de plus en plus vite en vieillissant et ce que la science propose pour y remédier? Regarde celle-là ensuite. Dis-moi en commentaire, c'est quoi la dernière chose que tu as oubliée en entrant dans une pièce? Abonne-toi si tu veux plus d'analyses tranquilles sur l'étrange machinerie qui tourne derrière tes propres yeux, chaque jour. La prochaine porte que vous franchirez, remarquez ce que votre cerveau efface discrètement.